Robert Lessieur, IG Gestion de patrimoine, directeur régional civil. Avec l'outil chez IG Gestion de patrimoine. Juste avant de commencer, je vais tester le écran. Parfait. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc, Madame Mulzer, c'est avec un grand plaisir que mon équipe et moi sommes ici pour vous accompagner dans cette démarche de la planification financière personnelle. Donc, on s'est rencontrés le mois dernier brièvement et vous avez parlé de quelques inquiétudes que vous aviez, surtout au niveau de vos objectifs successoraux et la manière d'optimiser votre patrimoine successoral. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on veut venir travailler avec vous aujourd'hui. En fait, notre travail à nous, c'est de venir intervenir sur 7 aspects de votre vie financière, donc les 7 qui sont présentement au tableau. On veut que chaque dollar qui est dans votre possession soit dépensé de la meilleure manière possible. Donc, permettez-moi de vous présenter mon équipe d'aujourd'hui, composée de Jessica, au niveau de la fiscalité et de la retraite, mon collègue James pour ce qui est de la consolidation de vos dettes ainsi que des placements, et moi-même, Justine, pour ce qui est de la finance, des assurances et des aspects légaux. Donc, en fait, si on débutait comme l'UQTR nous le propose, de vraiment en établissant vos états financiers, on va y aller avec le bilan personnel. Le bilan personnel, c'est vraiment une photo. En fait, on veut regarder vous en êtes où présentement. Donc, on évertit vos actifs, diminue vos passifs qui trouvent une valeur nette qui est positive. Donc, c'est vraiment excellent pour le moment. On veut vous féliciter. Ensuite, maintenant, pour le bilan successoral, on regarde avant le cas de décès, qu'est-ce que vraiment la succession aurait, donc le patrimoine successoral, et ce qui est une de vos inquiétudes aujourd'hui. Toutefois, on voit que vous avez déjà un beau patrimoine successoral, mais on veut continuer dans cette lignée, encore une fois, l'améliorer davantage. Pour ce qui est maintenant des liquidités successorales, c'est advenant le cas d'un décès, qu'est-ce que la succession pourrait avoir en main, là, comme ça, rapidement, vraiment pour tout régler. Donc, on a des liquidités successorales qui sont positives, encore une fois, ce qui est excellent. Finalement, là, concernant votre coût de vie, vous nous avez parlé que vous utilisez présentement la totalité de votre coût de vie. Cependant, une grande félicitation au niveau de l'épargne qui est faite systématiquement du 1 000 $, ce qui est très, très bien. Donc, on veut continuer dans cette lignée-là. Et mon collègue James va venir encore travailler pour améliorer, trouver un excédent supplémentaire au niveau de la consolidation de vos dettes. Alors, Mme Mulzer, on va regarder brièvement pour commencer votre situation actuelle de vos dettes. En fait, vous avez une seule dette pour l'instant, ce qui est votre résidence principale, avec un solde de 198 000 $ environ, un taux d'intérêt d'environ 3 et un paiement mensuel de 955 $ par mois. Alors, on va regarder au niveau du refinancement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. La fin de votre terme finit en mai. Donc, à la fin du terme, on va pouvoir aller chercher un meilleur taux, un taux d'environ 2,84 fixe selon la plateforme Planiprêt. Et aussi, on ne payera pas de pénalité pour un remboursement anticipé puisqu'on va être rendu à la fin de votre terme. Ça va donner environ un paiement mensuel de 900 $ par mois si on réussit ça sur 25 ans pour donner une flexibilité. Et on va faire une économie de seulement 55 $ par mois. Cependant, malgré que cette économie est peut-être minime, le refinancement va être vraiment très bon pour la suite des choses. Alors, si on regarde l'achat du chalet, en fait, vous avez besoin d'une mise de fonds d'environ 84 000, qui est un 20 pour éviter la prime de SCHL. Malheureusement, vous êtes non admissible pour le RAP, puisque vous êtes déjà propriétaire de votre maison. Et pourquoi je disais qu'en fait, le refinancement de votre maison était essentiel, c'est vraiment pour les ratios ABD et les ratios ATD. En fait, les ratios ABD et ATD, c'est ce qui permet aux banques de voir si vous êtes solvable et s'ils veulent vous prêter pour l'achat de votre chalet. Avec les informations qu'on avait reçues, l'ABD était suffisant, vous étiez environ autour de 25 %. Il faut seulement être en bas de 32 %, donc c'était correct pour ça. Malheureusement, à 40 % avant le refinancement de la maison, on était au-dessus, on était environ vers 40,32 environ. Cependant, après le refinancement, vu qu'on va diminuer notre paiement mensuel, on va diminuer notre charge des dettes, donc on va aussi aller chercher un 39,57 %. Pour la mise de fonds du chalet, malheureusement, on ne peut pas aller chercher d'autres dettes sur l'équité de la maison ou une marge de crédit, puisqu'on ne serait pas assez bon pour la TD. Donc, on devrait aller chercher le montant dans votre société, en fait, pour les 84 000 $. On va encore avoir un beau taux fixe de 2,84 et ça va donner un paiement mensuel d'environ 1 550 $. Donc ça, on poursuivait maintenant au niveau de vos assurances. Donc on a fait une analyse des besoins au décès. J'en conviens, il y a beaucoup de chiffres. L'important qui est à retenir, c'est vraiment ce qui se retrouve au bas. On a un besoin d'assurance supplémentaire d'environ 140 000. Donc en fait, on a quelques propositions là, pour vous aujourd'hui. Premièrement, on a une assurance vie là, qui pourrait être très bien. Une T10 de 150 000. Donc on a une T10, pourquoi? Parce que votre petite fille a présentement 15 ans. Donc on l'emmènerait jusqu'à 25 ans, ce qui serait une excellente idée là, si cela vous convient, bien entendu. On a un coût d'environ 27 $ par mois. Donc, c'est sûr à valider là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser malgré les frais, mais ce qui pourrait être une très bonne idée.
On pourrait aussi proposer là, un avenant enfant. Donc, on pourrait garantir l'assurabilité de votre enfant. Pourquoi on le mettrait sur votre contrat? En fait, on veut juste venir sauver les frais de contrat qui sont applicables. Donc, on proposerait là, un avenant enfant pour garantir l'assurabilité, encore une fois. Puis, entre 10 000 à 25 000, c'est un montant qui est discutable. Ensuite, vous avez une assurance hypothécaire. Donc, premièrement, on veut vous féliciter d'avoir pris une assurance, ce qui est déjà très bien. Cependant, là, nous, ce qu'on vous conseille au niveau de l'assurance, c'est peut-être de la résilier. Étant donné qu'une assurance hypothécaire, c'est un capital décroissant, ce qu'on veut venir, c'est pas vraiment le besoin qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, on a inclus dans notre analyse de besoins au décès, en calculant l'assurance de 142 000, on a déjà inclus là, votre valeur de maison, donc la dette est déjà incluse, donc le 150 000 serait suffisant. Donc, on aimerait ça, peut-être, vous conseille de résilier en fait l'assurance hypothécaire à ce niveau-là, étant donné qu'elle est aussi onéreuse. On aurait deux autres conseils au niveau des assurances. Donc, une assurance invalidité, vous êtes travailleur autonome là, avec votre entreprise. Donc, on voudrait venir vraiment protéger autant votre capacité d'épargne que votre revenu. Donc, ça peut être une excellente idée, la donnée d'invalidité. Puis aussi, une assurance maladie grave. Donc, une assurance maladie grave, ça viendrait... advenant le cas d'une maladie là, qui est déjà prévue au contrat, on pourrait recevoir une somme forfaitaire là, pour combler vraiment les frais liés à ces soins qui vont être nécessaires. On pourrait le faire autant pour votre enfant, donc assurer soit votre enfant d'une maladie grave, ou pour vous, c'est encore des éléments qui vont être à discuter lors d'une prochaine rencontre. Donc, en ce qui a trait à la fiscalité, on a vu plusieurs questionnements de votre côté. C'était majoritairement le fait de sauver de l'impôt, mais qui ne veut pas sauver de l'impôt? Donc, on va essayer avec ceci de vous donner des conseils. Premièrement, vous versez une partie de salaire et une autre de dividendes. Donc, félicitations parce que la majorité des personnes ne pensent pas nécessairement aux dividendes. Par contre, vous allez voir, je vais vous parler un petit peu du taux d'imposition des sociétés et c'est peut-être pas ce qui est avantageux présentement. Pourquoi? En fait, c'est parce que le salaire, bien évidemment, là, il y a la RRQ, RQAP, il y a des cotisations qu'on a le droit avec ça, également le REER, ce qu'on n'a pas avec le dividende. Donc, pourquoi je vous disais que le taux d'imposition serait intéressant d'avoir... en fait, grâce à votre taux d'imposition, le salaire serait intéressant. En fait, c'est que vous avez 3 employés, avec vous-même, ça fait 4, donc vous êtes admissible aux 5 500 heures au provincial, donc ce qui fait que vous avez le droit, avec un revenu d'entreprise qui est inférieur à 500 000 présentement, vous avez le droit à un taux d'imposition de 20,6 %. Donc, c'est très avantageux dans cette situation-là de se verser un salaire présentement avec les analyses qui sont faites actuellement. Ensuite, vous aviez une autre question à savoir où placer votre argent, donc dans votre compagnie ou dans votre, finalement, personnellement. Donc, c'est sûr qu'avec ce taux d'imposition-là, dans la compagnie de gestion et non dans la compagnie opérante, ça s'avère très avantageux de placer l'argent à cet endroit-là. Également, vous vouliez acquérir une nouvelle clinique, donc félicitations pour vos beaux projets. Il y a les façons, en fait, là, pour extraire les placements que vous avez dans cette société, eh bien, ça va dépendre du solde CDC, donc le compte pour les dividendes en capital. Ça serait un versement de dividendes libres d'impôt. Si vous aviez de l'IMRPD, dans ce cas-ci, vous aviez seulement 566 $, donc ça pourrait faire un petit versement d'un dividende qui est imposable, mais également, il y a d'autres dividendes qui sont possibles d'être ressortis, mais ça va être un taux un petit peu plus élevé. Par la suite, vous vouliez vendre votre entreprise là, éventuellement pour votre retraite. Donc, avant ça, je vous conseille d'avoir la déduction pour gain en capital pour sauver justement de l'impôt. Mais pour être admissible, il y a 3 petits tests. Le test le plus important, je vous dirais, c'est vraiment au moment de la vente parce que les 2 autres, vous les respectez présentement. Donc, au moment de la vente, vous devez, vos actions doivent, en fait, vous devez avoir au moins 90 % de vos actifs qui sont des actifs admissibles. Donc, le premier critère n'était pas rencontré à ce niveau-là, on avait environ 69 %. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est qu'on prend les liquidités excédentaires parce qu'on peut garder une petite partie de liquidité, soit pour payer des salaires ou des dividendes, justement. Donc, c'est correct qu'on garde une partie. Par contre, l'excédent, on pourrait faire pour rembourser des dettes, par exemple, ou prendre les placements, justement, que vous avez dans votre compagnie opérante et les placer dans votre compagnie de gestion. Donc, ça, c'est des solutions que je vous présente. Par la suite, on pourrait faire un gel successoral. Pourquoi? En fait, c'est que présentement, vous n'avez pas pensé à de relève, mais par exemple, ça pourrait être un employé clé présentement que vous avez dans votre société. Ça sera quelque chose qu'on discutera lors d'une autre rencontre. Mais c'est aussi parce que la cristallisation, justement, de la DGC. Qu'est-ce que c'est, en fait, la cristallisation? Rapidement, en fait, c'est qu'on peut augmenter le PBR présentement. On fait comme créer un gain en capital pour, justement, utiliser cette déduction-là en gain en capital.
Donc ça permet justement d'utiliser la DGC, puisqu'on ne sait pas si dans le futur, on va pouvoir l'utiliser encore. Si on revient aux aspects un petit peu plus négatifs du gel successoral, c'est sûr que ça nécessite l'aide d'un fiscaliste, donc c'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même envisager lors d'une prochaine rencontre avec un fiscaliste. Donc pour la vente de l'entreprise, si on utilise la DGC, qu'est-ce que ça fait actuellement? On utilise la DGC, donc au moment, on avait la valeur de votre entreprise, donc au moment de la vente, en fait, c'est qu'il y aura un gain en capital d'environ 1,5 million. Donc, nous, on a soustrait l'impôt de ça, puis ça vous ferait un net d'environ 2 millions, ce qu'on a considéré à la retraite, que je vais vous parler un petit peu plus tard. La détention de l'assurance, présentement, il n'était pas nommé si vous l'aviez personnellement ou dans votre compagnie. Par contre, ça serait quelque chose qui serait envisageable dans la compagnie. Pourquoi? En fait, c'est que les primes d'assurance qui sont payées dans la compagnie, ils n'ont pas été imposés 2 fois, mais seulement une fois à un taux moindre. Puis également, oui, le capital d'essai, il y a une partie imposable, mais c'est quand même intéressant de se verser un dividende qui provient du compte du dividende en question. Par la suite, vous parlez d'avoir un chalet également, donc il va y avoir un moment où vous allez être propriétaire de 2 résidences. Sachez qu'il y a un calcul qui est possible de faire pour justement limiter l'impôt qui est relié justement à la possession des 2 résidences. Donc, ça sera un calcul qu'on pourra vous faire pour sauver de l'impôt. Si on parlait là maintenant d'un autre de vos objectifs, en fait, ce qui était vraiment de venir aider votre fille, donc de 15 ans, on vous propose le régime enregistré d'épargne études. Donc, ce régime-là, en fait, permet d'accumuler des sommes pour des études postsecondaires qui sont accumulées à l'abri de l'impôt. Donc, c'est peut-être une excellente idée, en fait, à concevoir. On vous a préparé un petit tableau là, démontrant, en fait, les cotisations. Donc, ce qui est important de saisir, c'est qu'à tous les années, on est capable de déposer 2500 de cotisations. Cependant, il y a des années qui peuvent être allées rechercher dans le passé. Donc, c'est pourquoi on cotiserait 5 000 à 15 ans. Donc, pour cotiser l'année de 14 ans et de 15 ans. Et on ferait la même chose là, pour 16 ans et 17 ans, étant donné qu'il faut arrêter de cotiser là, à partir de 17 ans. Donc, dans cette lignée qu'on irait, on obtient là, des subventions gouvernementales, puis le rendement, pour un total, grosso modo, environ de 21 000. Donc, ce qui est vraiment un excellent moyen d'aller chercher des sommes, encore une fois, dans vos objectifs d'améliorer votre patrimoine. Donc, c'est un de nos conseils qu'on vous donne aujourd'hui. En ce qui a trait au placement, Mme Louisa, en fait, vous êtes un profil investisseur modéré dynamique. Alors, vous voulez du rendement, vous n'avez pas tant peur des fluctuations. Cependant, si on regarde votre portefeuille actuel, vous avez 95% de revenus fixes et seulement 5% de croissance, ce qui est exorbitant, ce qui n'est pas correct selon ce que vous voulez avec vos plus dynamiques. On irait plus chercher une belle croissance à 70% et en 30% en revenus fixes. En ce qui a trait à la répartition de l'actif, en fait, on va regarder la prochaine diapo. On voit ici qu'il faudrait aller chercher un beau nivellement, en fait, pour avoir un rendement qui va être juste, avec une belle diversification, pour pas que si un secteur chute, notre rendement soit affecté comme ça. Alors, en fait, ce que l'IQPF conseille pour un profil modéré dynamique, c'est environ 1,25% en action internationale, 1,22,5% en action américaine et la même chose pour l'action canadienne. Le reste en revenu fixe. Cependant, pour l'instant, vous avez seulement de l'action canadienne pour vos actions. Donc, il faudra vraiment aller chercher une belle diversification et modifier le portefeuille à ce niveau-là. Aussi, afin d'être plus avantageux fiscalement, on va transférer votre non enregistré dans votre CELI. En fait, vous avez un 5 000 en enregistré. On va être transféré dans le CELI pour avoir un rendement qui va être libre d'impôt. En fait, le CELI, vous pouvez aller cotiser jusqu'à 69 500 cette année et à chaque année, il va y avoir de nouvelles cotisations qui vont être disponibles. Après ça, vous avez aussi vu, on va aussi parler des placements dans votre gestion, en fait. Vous avez vous avez dit que les dividendes étrangers n'étaient pas avantageux, et non, en fait, ce n'est pas avantageux puisqu'on va les imposer au taux le plus élevé d'impôt pour les dividendes et on n'aura pas le droit au crédit. Aussi, vous avez une question, quelqu'un vous avait dit CELI d'entreprise. En fait, c'est seulement un concept qui a été apporté, le CELI corporatif. Cependant, il n'est pas encore mis en œuvre, il est seulement à l'étude, donc on ne peut pas aller mettre de l'argent dans un CELI corporatif pour l'instant. Aussi, dans votre société de gestion, on va chercher des fonds en catégorie. En fait, ces fonds en catégorie, c'est pour aller minimiser la facture d'impôt, puisqu'on va aller générer du gain capital ou générer du revenu d'intérêt ou de dividende. Il faut faire attention, par contre, avant de transférer en fonds en catégorie, puisqu'il peut y avoir du gain en capital latent sur vos fonds que vous avez déjà. Donc, il faut regarder pour ne pas trop créer d'impôts lors du changement. Donc, grâce au bon placement que mon collègue James vous propose, on est en mesure de parler de la retraite. Donc, pour ce qui est des montants utilisés pour vous, Mme Louisa, en fait, on a la RRQ, donc la Régie des rentes du Québec, et puis la pension de la sécurité de la vieillesse. Régime employeur, bien plus que vous êtes votre propre employeur
on va dire qu'il n'y en a pas, mais vous avez quand même votre société de gestion qui est considérée comme un régime individuel, en plus du REER et du non enregistré. Donc, selon les normes de l'Institut québécois de la planification financière, en 2019, on utilise un taux d'inflation de 2,10 %. Selon votre profil modéré et croissant, vous avez 4,10 % de rendement avant la retraite et 3,2 % au moment de la retraite. Pourquoi? C'est simplement pour s'assurer d'avoir les liquidités nécessaires au moment de la retraite. Par la suite, on considère un risque de survie de 25 % ce qui vous fait un âge de décès approximatif de 96 ans. Donc, présentement, sans les placements que vous avez dans votre société de 450 000 $, parce que vous aviez dit que vous vouliez utiliser ces montants-là pour l'achat d'une deuxième clinique, puisqu'on ne savait pas le montant que vous aviez besoin, donc on ne l'a pas considéré. Donc, présentement, en fait, ça fait un manque à gagner de 530 000 $. Les bâtonnets rouges que vous voyez, c'est le revenu net réel, ce que vous avez présentement, et le vert, c'est ce que vous désirez avoir. Donc, par la suite, avec la vente de la maison ou du chalet, mais probablement que ça va être la maison dans votre cas puisque vous désirez passer votre retraite au chalet. Donc, avec la vente de la maison, et puis si on utilise une partie du 450 000, soit pour la mise de fonds de 84 000, en fait, il faut sortir plus parce que c'est des dividendes qui vont être sortis, donc il va y avoir de l'impôt à payer, donc on en sort plus pour avoir 84 000. Et puis, pour l'acquisition de la nouvelle clinique, si on garde un net de 60 000, on est en mesure de diminuer le manque à gagner à environ 100 000 $. J'en conviens, c'est encore un manque à gagner qui est considérable. Toutefois, on pourrait peut-être considérer là, les placements que vous allez faire dans votre nouvelle, dans votre nouvelle société que vous allez créer. Donc, s'il y a des bénéfices et des rendements intéressants, ça pourrait être des placements qui vont pouvoir être considérés dans l'analyse. Également, on pourrait diminuer un petit peu le revenu net que vous désirez ou retarder la retraite de quelques années simplement. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui est pour des aspects légaux? Donc vous avez part que vous avez présentement un testament. Cependant, on ne connaît pas la validité de celui-ci, donc on veut juste vous présenter qu'est-ce qui adviendrait si le testament ne serait pas valide. Donc un testament qui est non valide, on vient appliquer la vie intestable, donc c'est la dévolution légale. En fait, ce qui se passerait, c'est que votre fille obtiendrait vraiment tous vos biens. Donc oui, c'est dans vos dernières volontés. Cependant, on vient encore vous conseiller de faire un testament. Donc, les trois formes de testament qui sont possibles, il y a le testament notarié devant témoin ou holographe. C'est sûr que le testament le plus sécuritaire, c'est le testament qui est notarié. On en convient, il y a des coûts. Cependant, il faut retenir qu'un testament devant témoin ou holographe va occasionner des coûts pour l'homologuer. Donc, on conseille encore une fois le testament notarié. C'est sûr que votre enfant a présentement 15 ans, donc on est conscient qu'il y a un conseil de tutelle qui serait formé, étant donné que la petite fille est mineure. Donc, ce qu'on veut vous proposer, là, dans le cas que vous ne voudriez pas que le conseil de tutelle soit formé, on pourrait faire une fiducie testamentaire là, qui serait à revoir avec un fiscaliste, mais ça peut être vraiment un moyen d'éviter que le conseil de tutelle soit créé. Maintenant, un mandat en code d'inaptitude pourrait être une excellente idée d'ajouter vraiment pour vous. Donc, un mandat en code d'inaptitude, c'est avant le cas d'une inaptitude, en fait. On veut voir qu'est-ce qui se passerait, donc autant avec vos biens que votre personne. Donc, ça peut être un excellent moyen. Puis, on pourrait vraiment venir précéder l'homologation de celui-ci vraiment avec une procuration générale. Donc, une procuration générale, oui, j'en conviens, c'est peut-être un petit peu délicat à jouer. Cependant, ça peut être une bonne manière pour quelqu'un de venir gérer ses biens et sa personne avant l'homologation du mandat en code d'inaptitude. Finalement, donc à court terme, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de revoir vos protections d'assurance. Donc, on en a discuté un petit peu plus tôt, que vous aviez certains besoins au niveau de l'assurance vie. On a aussi pour votre petite fille, qu'on vous a fait quelques conseils. On a aussi vos protections légales, donc vraiment de venir valider si vous avez bien un testament notarié, si c'est vraiment dans vos désirs, en fait, parce qu'on veut vraiment suivre vos dernières volontés au décès. Puis, on voudrait regarder avec les beaux placements de mon collègue James, on pourrait être capable de faire un nouveau portefeuille qui serait vraiment intéressant pour vous. À moyen terme, ma collègue Jessica vous a parlé de votre retraite. On est conscient qu'il y a un manque à gagner. Cependant, on veut vraiment venir ajuster tout au niveau de vos besoins. Est-ce qu'on pourrait réévaluer certaines choses? Donc, ça se fait à revoir ensemble lors d'une prochaine rencontre. On a aussi des aspects fiscaux qui ont été présentés pour la vente de votre entreprise. Donc, ça serait des éléments aussi à discuter. Finalement, à long terme, c'est important de se revoir périodiquement. Puis, on va être prêt en fait à vous aider dans n'importe quelle occasion. Merci. On va être prêt pour la période de questions. La période de questions est commencée. Tout à l'heure, vous me disiez que mon hypothèque arrive à échéance au mois de mai, puis vous me parliez d'un taux de 2,84. Comment on peut fixer un taux
qu'on n'est pas encore en mai. En fait, c'est pour les hypothèses, on a pris un taux de 2,84, puis c'est qui est sous le marché en ce moment, un taux fixe, puis le taux fixe est sous variable. Cependant, il faudrait évaluer que c'est quoi qui va être le taux sous le marché en mai. Par contre, pour l'instant, avoir une hypothèse de 2,84 nous servent pour définir l'inflation. Donc ça peut être plus comme ça. Ça peut être plus comme ça. J'ai une discussion au niveau des assurances. On m'avait dit que je serais mieux de regarder si je les détiens personnellement ou dans ma corporation au niveau de l'assurance investie. L'assurance vie, est-ce que au niveau de l'invalidité, c'est pareil ou c'est quoi vos suggestions? La maladie grave, vous parlez de maladie grave, invalidité, est-ce que je devrais détenir ça dans ma compagnie ou je devrais désigner ça personnellement? Donc, pour ce qui est de la maladie grave, c'est sûr que c'est la technique, il y aurait une technique, donc le split dollar, avec le remboursement de prime qui est intéressante parce que la personne peut payer la partie remboursement de prime personnellement, puis le reste est dans la compagnie. Ce qui fait que si on n'utilise pas cette assurance-là, on peut réavoir le montant. Il faut s'assurer que c'est une personne clé. Donc oui, madame est effectivement une personne clé, mais oui, ça pourrait être en place dans la compagnie pour la maladie grave. Pour l'assurance invalidité, c'est sûr que ça serait quelque chose à revoir, mais je m'avancerai en vous garantissant que oui, je croirais que non pour le moment. Merci. Je vais m'acheter un chalet. Là, vous m'avez suggéré de mettre une mise de fonds de 20 puis là, si j'ai bien compris, je sors l'argent de ma compagnie. Il y avait un impact fiscal de prendre cet argent-là pour ma mise de fonds. Oui. Moi, j'avais prêté de l'argent à ma compagnie. J'avais prêté 100 000 à ma compagnie. Est-ce que ça a un lien? Si je sors de l'argent de ma compagnie, est-ce que d'un point de vue fiscal, ça va. Je peux pas payer d'impôt parce que moi, j'avais prêté à ma compagnie? C'est effectivement un élément qu'on a probablement lu trop vite. Là. Donc, si votre compagnie, si vous-même vous avez fait une avance à votre compagnie, donc votre compagnie vous doit de l'argent, donc effectivement, là, ça pourrait être un remboursement qui serait fait. Et donc, il y aurait encore moins d'impôts et probablement que là, la retraite fonctionnerait dans ce cas-ci. Par rapport à la retraite, je sais pas si vous avez tantôt que il y avait un manque à gagner. Est-ce que vous avez pris en considération la valeur de l'entreprise dans les projections de la retraite? Oui, exactement. Donc, il était mentionné que oui, 1,35 million pour celle maintenant, puis l'autre, ça va être 1 million. Oui, c'est considéré. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment vous avez calculé l'impôt au décès? L'impact au décès, il y avait un montant qui était 130 000. Comment vous êtes arrivé à ce montant-là, grosso modo? Dans les bilans, en fait, que vous voulez mentionner, l'impôt qui était au décès, on est vraiment regardé la valeur de l'entreprise actuellement, moins en fait la DGC pour y obtenir, puis on a fait l'impôt par rapport au DGC là, qui manquait. Retraite. Là, vous m'avez montré mes sources de revenus, mais je prends un RRQ, à quel âge je pèserai, est-ce que je retire mes REER en premier, mon CELI, vous me suggérez, comment tout ça fonctionne? C'est des très, très bonnes questions. En fait, moi, j'ai eu le temps de faire on a eu le temps de faire deux petites analyses. Là. Donc, c'est sûr que la PSB, c'est à 65 ans. La RRQ, on peut la retarder à 65 ans, comme la prendre à 60 ans. Dans votre cas, c'était avantageux de la prendre à 65 ans. Puis, pour ce qui était du REER, en fait, nous, de la façon qu'on décaisse, on fait un décaissement mixte pour justement là, vérifier combien d'argent qui vous manquerait.